Bonjour à toutes et à tous et puis merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire en direct qui va durer 1 heure. Alors, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Nicolas Blanchard, le docteur Nicolas Blanchard et Isabelle Winterghem qui sont aujourd'hui présents pour répondre à une question, l'alternative française au traitement de votre cancer dédiée aux expatriés. Alors, avant de leur laisser la parole, je vous invite à préparer vos questions auxquelles ils répondront en fin de webinaire. Ils sont là pour ça. Donc, je vais leur laisser un petit temps de parole. Et voilà, n'oubliez pas, ils sont là pour répondre à vos questions. Donc, on va les écouter. On va également vous poser quelques questions via un sondage. Mais n'hésitez pas à préparer vos questions. Alors, avant de démarrer la présentation et la première question au sondage, Monsieur Nicolas Blanchard, est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents traitements du cancer existants? Bien, bonsoir à tous. Merci de nous accueillir sur votre canal. Comme vous le disiez, je suis Nicolas Blanchard, je suis oncologue radiothérapeute. Je travaille dans un institut de cancérologie en France et je suis un des cofondateurs avec Isabelle de My Medical Suitcase. Alors, c'est vrai que une des problématiques du cancer, c'est que d'abord, ce n'est pas une seule maladie, hein. C'est une maladie qui est très polymorphique, hein. Il y a beaucoup de cancers qui sont très différents les uns des autres, qui concernent différents organes et qui ne sont pas approchés de la même façon, avec des spécificités bien particulières. Et puis, une autre chose, c'est que cette maladie est pléomorphe et en plus, elle fait appel à un très grand nombre de spécialités médicales et chirurgicales qui vont venir prendre en charge de manière complémentaire le patient dans son parcours de soins. Alors, globalement, il y a 5 grands axes dans la prise en charge du cancer qui peuvent être séquentiels, qui peuvent être concomitants dans le traitement. Bien sûr, la prise en charge chirurgicale. Il y a également la prise en charge, donc je ne vais pas détailler la chirurgie, je pense que ça parle à tout le monde. Il y a également la prise en charge médicamenteuse. Donc, c'est tout ce qui va correspondre à ce que les gens appellent la chimiothérapie, qui est également, elle, très polymorphe, puisqu'elle peut se faire par voie intraveineuse, par voie orale. Elle peut également regrouper certaines thérapeutiques ciblées, l'hormonothérapie, également maintenant des nouvelles disciplines comme l'immunothérapie. Bref, c'est tout le champ lexical de la prise en charge des patients par médicaments. Il y a également la radiothérapie, donc c'est tout ce qui va utiliser les radiations ionisantes, qu'elles soient délivrées par une machine, la radiothérapie externe, ou qu'elles soient intériorisées aux patients sous la forme de la curithérapie. Et puis enfin, on a 2 thérapeutiques un petit peu complémentaires qui deviennent des vraies spécialités en oncologie, notamment les soins de support oncologique. C'est tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité de vie du patient, parce que bien entendu, le patient, il faut essayer de le guérir, mais il faut également essayer de lui amener, de lui apporter la meilleure qualité de vie pendant son traitement, et puis pour la suite, pour l'après-cancer. Donc, c'est vraiment tout ce qui est soins de support oncologique. Et puis enfin, le dernier champ, c'est la prise en charge palliative, qui est une vraie discipline aujourd'hui en oncologie. Alors, on va on va inviter les participants à répondre à une première question. Donc, nous invitons les participants à répondre à la question suivante. Si vous aviez un cancer, iriez-vous vous faire soigner en France? C'est parti. Nous vous invitons à répondre oui ou non. Il faut cliquer le oui ou le non. Il ne reste plus que quelques secondes pour voter. Iriez-vous vous faire soigner en France, oui ou non? On va mettre fin au vote. Alors, est-ce que vous avez répondu à la question? Ah, il semble que les participants n'ont pas encore osé répondre. Peut-être que la réponse aux questions viendra au fur et à mesure du déroulé où voilà. différents sondages seront effectués. Je vous Bonsoir à tous. rappelle que la question se pose. Voilà, quand la question se pose, en fait, les participants, on va peut-être rappeler aussi la façon dont ils ont à répondre. Les participants doivent cliquer sur oui
ou sur non. Voilà. S'il s'agit d'un problème technique, surtout n'hésitez pas, vous avez un chat où vous pouvez lever la main. Donc, s'il s'agit d'un problème technique de votre part, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mais voilà, nous vous invitons vraiment vivement à répondre à ce sondage et nous reviendrons plus tard. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Donc, je suis Isabelle Varentergem. Je suis la présidente de My Medical Suitcase. On souhaitait faire un webinaire ce soir avec vous sur le thème de diagnostic du cancer et de trouver une solution thérapeutique qui puisse vous convenir par rapport à votre pathologie et à l'annonce du cancer, qui est toujours une annonce qui est difficile. Donc, on vous propose, vous voyez bien mon écran? Très, très bien. Parfait. Nous vous proposons donc d'aborder ce soir les thématiques suivantes. Donc, quelles sont les préoccupations que nous avons identifiées auprès des différents expatriés que nous avons pu prendre en charge, les préoccupations que peuvent rencontrer ces patients qui sont atteints d'un cancer et qui sont donc expatriés, de faire un point sur la situation telle qu'on l'a identifiée aux USA, d'évaluer l'opportunité de venir se faire soigner en France pour cette pathologie, en expliquant quel est le fondement de My Medical Suitcase et quel accompagnement My Medical Suitcase peut vous apporter. Si bien sûr il y avait d'autres questions auxquelles vous souhaitiez répondre, on est tout à fait ouvert et en fin de session, on répondra à toutes les questions qui auront pu nous être posées. Peut-être qu'on va évoquer les… Donc là, je pense qu'on va passer tout de suite pour passer aux préoccupations. En fait, on aurait voulu vous soumettre un petit sondage pour voir si les préoccupations que nous avons identifiées, vous vous y reconnaissez dedans, et puis si vous pouvez valider quelles sont les plus importantes pour vous. Ce n'est pas cette question. Donc, voilà. Je vais ouvrir le vote à la seconde question. On ne la voit pas, nous, Julie, la seconde question. Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Donc, vous avez plusieurs préoccupations qui s'affichent et on vous propose d'en sélectionner 3. Trois de celles qui vous préoccupent le plus. Il y a un vote. Alors. Il vous suffit de cocher les cases qui vous correspondent, en fait. Hein. On a des réponses. On a 50%. Donc, il y a encore 6 personnes qui peuvent voter. Vous avez encore 10 secondes. 10 secondes pour voter. Quelques petits clics. Cela va nous permettre de répondre au mieux à vos interrogations. Donc surtout, répondez-y. Il n'y a pas de noms qui sont attribués aux réponses. C'est anonyme, donc n'ayez pas peur de répondre, hein, surtout. C'est anonyme. Puis c'est surtout important pour nous de vous faire participer et de recueillir vos desiderata pour qu'on fasse toujours évoluer une offre en fonction du besoin réel des patients. Donc je mets fin au vote et je vais partager les résultats que vous voyez ici. D'accord, très bien, c'est intéressant. Donc, on voit effectivement en fait que une grosse part de la préoccupation, c'est la transparence concernant le coût des traitements, et c'est effectivement une préoccupation qu'on a également identifiée. Donc, on va peut-être fermer le sondage, avancer. Donc, nous avons effectivement aussi listé un certain nombre de préoccupations d'une part, moi, les échanges que je peux avoir au quotidien avec mes patients, puisque donc j'exerce le métier de cancérologue en tant qu'oncologue radiothérapeute. La discussion quotidienne avec les patients permet de comprendre, d'appréhender quelles sont les angoisses, quelles sont les demandes spécifiques des gens. Et le fait aussi d'avoir ouvert cette solution My Medical Suitcase à des patients qui vivent à l'étranger, en dehors du territoire national, nous a amené également à réfléchir et à poser un certain nombre d'éléments
par rapport aux préoccupations qui sont celles d'un patient qui, bien sûr, a un diagnostic de cancer qui est posé, qui nécessite une prise en charge spécifique, qui doit en fait comprendre, organiser son parcours de soins, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, il y a de très nombreuses disciplines qui viennent s'imbriquer les unes les autres de manière complémentaire ou concomitante pour assurer en fait la qualité et la sécurité des soins. Et puis également les échanges qu'on a pu avoir avec les patients étrangers qu'on prend en charge et également aussi un certain nombre de ressortissants français qui vivent à l'étranger nous ont permis de poser un certain nombre de choses. Voilà, donc je vais laisser Isabelle enchaîner. Donc, dans les préoccupations qui ont été identifiées, donc on a une impression d'isolement, surtout pour les expatriés, un isolement qui peut être lié à deux choses. L'isolement par rapport à la famille, parce que si on continue à avoir la famille ou les amis proches qui sont en France, on aimerait peut-être être bien entouré à ce moment-là et c'est un moment où on a besoin d'eux. Donc, c'était la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'on a une approche médicale qui est différente aux États-Unis de celle qui est en France. Quand on est en France, on a un diagnostic qui est posé, on est tout de suite mis dans un parcours de soins. C'est assez facile pour nous de se projeter. On ne se pose pas de questions du tout de coût, de savoir, on nous demande de faire un examen complémentaire, on le fait parce qu'on sait que c'est bon pour notre pronostic, pour le diagnostic qui va être fait, pour le traitement qui va être fait. Et on sait surtout que ça ne va rien nous coûter parce que la prise en charge du cancer en France, elle est totalement gratuite et qu'il n'y a aucun reste à charge pour le patient. Donc, c'est vrai que par rapport à tout cela, ce sont des questionnements qui sont revenus facilement. C'est nous, quand on diagnostique un cancer, on est obligé de faire beaucoup d'examens complémentaires. Ces examens complémentaires, ça nous fait un stress psychologique. Qu'est-ce qu'on va découvrir de plus que je ne sais déjà ? Ça nous fait un stress de la facture que l'on va devoir payer, mais on va y revenir après parce que les soins, au fur et à mesure, c'est des factures que l'on reçoit qui ne sont pas forcément prises en charge et qui donnent un reste à charge qui peut être conséquent. Et on a besoin de savoir aussi par rapport au système, est-ce que la thérapie que l'on me donne et le coût que je paye sont en adéquation? Donc, tout ça, c'est ce qui nous est un petit peu ressorti des différentes expériences que l'on a eues. Donc là-dessus, on vous laisse vous positionner par le chat si vous avez besoin de confirmer effectivement que c'est ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu. Nous, c'est ce qui nous a été retourné à chaque fois que l'on a reçu des patients étrangers ou des expatriés. Ouais, c'est une grande préoccupation. C'est une grande préoccupation. Donc ensuite, il nous a paru intéressant de faire un point sur la situation actuelle aux USA. Alors tout d'abord, sur le plan médical, il n'y a pas de sujet aux États-Unis. Les patients qui sont soignés aux États-Unis, dès lors qu'ils ont la possibilité de financer les soins, ils sont pris en charge par une médecine de pointe. Ils ont accès à toutes les thérapeutiques innovantes. Ils ont accès à des machines en radiothérapie de dernière génération, aux techniques chirurgicales les plus performantes. La médecine américaine est une médecine de pointe, même si en France, notamment en oncologie, on n'a pas du tout à rougir parce qu'on fait partie en fait donc des pays les mieux classés en termes d'offres de soins. Et je pense que c'est justement aussi en rapport avec notre système de sécurité sociale et de santé qui fait qu'il n'y a pas de limite en fait en termes de coût à la prise en charge. Les patients ont également accès, ont la possibilité de rentrer dans des essais thérapeutiques. Alors, le petit bémol, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est que c'est très généralement pas très clair en termes de coût du traitement en fait, à venir. On va y revenir tout à l'heure avec Isabelle. Et concernant spécifiquement la radiothérapie, les centres de soins sont répartis sur l'ensemble du territoire, mais de manière très inégale. Alors, c'est évident que dans les grandes villes, il y a des centres de radiothérapie, des centres de cancérologie qui sont relativement proches de l'ensemble de la population, mais dans les territoires un petit peu plus déserts, parfois les patients doivent faire 2-3 heures de route pour aller se faire soigner dans un centre de radiothérapie, et ça conduit certaines pratiques aux États-Unis à diminuer le nombre de séances, augmenter la dose de radiothérapie par séance pour essayer de compenser un petit peu tout ça, et ça peut amener en fait à effectivement augmenter le risque d'effets indésirables tardifs du traitement. Donc, sur le deuxième sujet, qui est le parcours de soins complexe, alors effectivement, pour vous, je pense que ce n'est pas très facile, et pour nous, ce n'est pas très facile aujourd'hui. J'aurais bien aimé vous dire aujourd'hui, un soin de chimiothérapie pour tel type de pathologie, ça coûte autant aux États-Unis, ou un soin de radiothérapie stéréotaxique pour un cancer de la prostate, ça coûte autant. Sauf qu'aujourd'hui, il est très difficile de comparer parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas un système qui est généralisé au niveau du gouvernement, que c'est un système qui est plutôt basé sur le commerce entre guillemets, c'est-à-dire que chaque État, chaque clinique va pratiquer le coût des soins qui lui semble bon.
tout est géré par les assurances et les gros lobbying pharmaceutiques, ce qui fait qu'il est difficile pour nous d'avoir un coût et de pouvoir vous dire ça coûte autant aux États-Unis et ça coûterait autant en comparaison chez nous. Donc ça, malheureusement, j'ai des difficultés à vous le donner. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, environ 50% des expatriés ont une assurance qui est une assurance de par leur employeur. 25 à 30% qui sont binationaux sont sous l'Obamacare ou sur Medicaid. Et ensuite, 5% environ s'autofinancent les soins, donc n'ont aucune assurance, aucun système de couverture. Donc, à partir de là, effectivement, et en fonction de l'assurance que vous avez ou vous n'avez pas, vous négociez soit de vos prix en direct si vous prenez vos soins en charge, ou alors vous avez votre assurance qui vous couvre avec des franchises, avec des systèmes de forfait. Donc là, vous dire comment vous seriez pris en charge, ce serait vraiment des questions spécifiques que l'on devrait analyser cas par cas. Et d'ailleurs, vous aurez l'opportunité en fin de session de prendre rendez-vous en ligne. On vous a mis un calendrier pour qu'on puisse discuter de toutes ces problématiques que vous pouvez rencontrer liées au coût des soins. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu de maîtrise des soins, c'est-à-dire que quand vous commencez un parcours de soins, vous ne savez pas combien ça va vous coûter pour être traité totalement, parce que si vous avez rendez-vous avec un cardiologue parce que vous en avez besoin, que vous avez une comorbidité, ça ne rentre peut-être pas dans le coût de la radiothérapie qui va être votre traitement principal, parce qu'il y a énormément de paramètres qui ne sont pas générés par le parcours de soins et qui dépendent de l'assurance dont vous dépendez. Donc là-dessus, c'est vrai que le système, il n'est pas clair et il n'est pas transparent aux États-Unis parce que ça dépend de la façon dont vous êtes assuré et dont vous financez vos soins. Donc là, on avait un sondage à lancer. On n'en a pas beaucoup d'autres. Hein. On n'en a pas beaucoup d'autres, mais voilà, ça permet de faire participer aussi. Je pense que c'est bien. C'est vraiment d'être au plus proche de vos préoccupations. Donc, l'idée, c'était de savoir aujourd'hui s'il y avait des freins qui pouvaient justement limiter le choix de venir vous faire soigner en France. Et donc, on vous a proposé une liste de freins qu'on a supposés et on vous remercie d'en cocher 2. Voilà. Donc, on va vous laisser voter. Donc, est-ce que le frein, ce serait éventuellement la durée du séjour thérapeutique en France? Le frein, ce serait le coût des soins. Le frein, ce serait d'organiser la logistique du voyage. Est-ce que vous craignez en termes de qualité et de sécurité du traitement? Est-ce que vous ne viendriez pas parce que bien, vous ne sauriez pas en fait où vous faire soigner, vous ne sauriez pas où aller? Ou est-ce qu'il y a d'autres freins? S'il y a d'autres freins, vous pouvez les noter dans le Q&R et on pourra sûrement y répondre en fin de webinaire comme énoncé au début. Alors, il reste encore 10 secondes pour cliquer. Voilà, Isabelle et le docteur Nicolas Blanchard sont là pour répondre à vos interrogations. Donc, surtout, voilà, pas d'hésitation, n'hésitez pas à cliquer sur les freins. Et nous allons mettre fin au vote. Et voici les résultats. D'accord, donc on voit qu'effectivement, le coût des soins, ce n'est pas vraiment une préoccupation. Enfin, c'est une préoccupation, mais ce n'est pas ce qui vous inquiète le plus. La durée du séjour thérapeutique, alors c'est intéressant, on aura l'occasion d'en discuter, hein, parce que en fait, aujourd'hui, la majorité des soins en oncologie, en fait, c'est des soins en ambulatoire, et même la radiothérapie, en fait, c'est pas des soins qui sont forcément très très longs dans le temps. La logistique du voyage, Isabelle vous en parlera. La qualité et la sécurité des traitements, hein, ça reste quand même en fait quand même une préoccupation. Je suis quand même surpris de voir qu'il y a 25% des votants qui sont préoccupés par ça et pour lesquels ça pourrait être un frein. Et vous ne sauriez pas où vous faire soigner, d'accord, c'est pareil. On va pouvoir commenter tout ça dans la suite de l'exposé. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on enchaîne. Alors, pourquoi on a intitulé ce webinaire donc, une opportunité pour venir se faire soigner en France? Parce que c'est vrai qu'au départ, My Medical Suitcase, on a créé cette structuration pour pouvoir organiser la venue de patients étrangers se faire soigner en France. Pour être extrêmement honnête, on n'avait pas pensé à nos compatriotes au départ, hein, qui vivent à l'étranger.
Et puis, on a eu un certain nombre de contacts avec des Français qui vivent depuis très longtemps à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre, un petit peu partout. Et puis finalement, on a compris qu'ils avaient les mêmes préoccupations que certains patients étrangers. Et donc, on a échangé avec eux et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait une solution qui était probablement une opportunité pour eux. Alors, aujourd'hui, je pense que l'excellence de la médecine française n'est plus à démontrer. Alors, bien que, c'est intéressant le sondage qu'on a vu avant, il y a quand même 25% des votants qui sont un peu perplexes et qui pourraient remettre en question en fait, la qualité et la sécurité des soins. En fait, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on a une des meilleures médecines du monde. Comme je vous le disais, notamment en oncologie, hein, où vraiment on est au même niveau que les États-Unis et que l'Allemagne. Hein, on est globalement en fait les 3 leaders en matière d'oncologie dans le monde. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Hein, ce sont des grandes études scientifiques qui sont publiées dans le Journal of Clinical Oncology, le Lancet. Donc, c'est vraiment des données qui sont objectives. Pourquoi? Parce qu'on délivre des traitements qui sont conformes aux standards internationaux et les sociétés françaises savantes en oncologie, que ce soit la Société française de chirurgie cancérologique, de radiothérapie ou la Société française de chimiothérapie, participent à l'élaboration des standards et des référentiels internationaux. Deuxièmement, parce qu'on a de très nombreux essais thérapeutiques qui sont ouverts, accessibles aux patients. Troisièmement, parce que, comme on le disait, le fait qu'il n'y ait pas de préjudice en termes de coût d'accès aux soins, ça permet aux gens de pouvoir bénéficier des traitements un petit peu en fait, sans limite. La qualité et la sécurité des soins, on le verra un peu plus tard, elle est assurée par l'encadrement administratif qui est fait autour de la délivrance des soins en France. Vous savez que délivrer des soins en France, c'est encadré par la Haute Autorité de Santé, c'est encadré en matière de radiothérapie par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Je crois qu'on est des rares pays, hein, parmi les rares pays à avoir ces contrôles de qualité qui sont très contraignants en tant que professionnels de santé, mais qui permettent vraiment de délivrer des soins avec une pertinence et une qualité parfaite. Deuxième point très important dans l'opportunité de se faire soigner en France, c'est que vous allez pouvoir avoir justement l'accès à des soins qui sont de qualité comparable à ceux qui sont délivrés aux États-Unis, mais avec un coût qui va être maîtrisé et qui va être raisonnable. Parce que, comme le disait Isabelle, c'est très difficile d'avoir des données objectives sur le coût d'un traitement, notamment par radiothérapie aux États-Unis. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement cher et de toute façon beaucoup plus cher qu'en France. Et donc, à cet effet, My Medical Suitcase, on a conclu un partenariat, on va le développer un peu plus loin, avec 10% des centres de cancérologie français pour pouvoir justement répondre à un cahier des charges, à la fois en termes de qualité, de sécurité des soins, mais aussi en termes de partage de valeur et en termes de maîtrise du soin. Donc, nous, on a un coût du traitement qui est connu, qui est identifié à l'avance, et il n'y a pas de mauvaise surprise pour les patients. On a échangé récemment avec une compatriote qui vit aux États-Unis et qui me disait, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que je vais chez le médecin, je ne sais pas combien ça me coûte, on me prescrit des examens complémentaires, on me prescrit des soins, et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, je reçois des factures et c'est l'enfer parce qu'en fait, on ne sait jamais où on va. Et quand on a un cancer, bien entendu, on n'a pas envie de se limiter dans une investigation ou dans un traitement juste pour une question de coût parce que la conséquence, elle peut être vitale. Ensuite, ça permet aussi, je pense, le fait de se rapprocher de ses racines, de pouvoir, dans un moment physique et psychologique complexe, se rapprocher de ses proches, de sa famille, de son environnement, de sa culture. Parce que je pense que même si certains d'entre vous vivent à l'étranger, en particulier aux États-Unis, depuis pas mal d'années, moi, je vois assez régulièrement des compatriotes, on échange, on se reçoit, soit quand je vais aux États-Unis, soit quand ils viennent en France. Et il y a quand même toujours cette French touch, quoi. On garde en fait nos racines françaises. Et donc, c'est quand même important. On a cette culture de la santé. Et puis aussi, vous avez, je pense, j'imagine, des proches de la famille qui vivent encore en France et qui habitent probablement à côté en fait, d'un centre partenaire. Ça permet également
à mon sens, de bénéficier d'un réseau pluridisciplinaire dans l'accompagnement et la mise en relation à la fois avec des groupes de soutien et à la fois avec les professionnels de santé compétents. On voyait tout à l'heure, une des préoccupations principales, c'est OK, je viens en France, mais où est-ce que je vais me faire soigner? Comment est-ce que j'ai la certitude que le professionnel de santé qui va s'occuper de moi, c'est quelqu'un qui est compétent, qui va être sympa, qui va bien s'occuper de moi, qui va avoir une approche biopsychosociale de ma prise en charge. Et ça, c'est vrai que ce travail, nous, on l'a fait un petit peu en amont pour vous, puisque on a sélectionné des centres que l'on considère répondre à toutes ces caractéristiques et tous ces critères. Et en plus, vous allez le voir, en fait, c'est simple. C'est-à-dire que venir se faire… Aujourd'hui, vous avez un cancer, vous avez une problématique de cancer, vous voulez venir vous faire prendre en charge en France, c'est simple. Donc, peut-être concernant l'importance des valeurs humaines, en fait, ce concept de My Medical Suitcase, il a été donc copensé par Isabelle et moi, et il est né aussi du fait que moi, j'étais lassé avec un certain nombre de mes confrères cancérologues d'accueillir des patients qui étaient complètement perdus, qui venaient de l'étranger, qui avaient pris en fait un avion un peu en catastrophe parce qu'ils s'étaient vu diagnostiquer cette maladie. Alors, soit ils viennent de pays où effectivement il n'y a pas d'accès aux soins, soit ils venaient de pays où les soins sont extrêmement onéreux, et puis ils arrivent, ils sont complètement perdus. Comme on l'a vu tout à l'heure, la problématique du cancer, c'est qu'il y a vraiment un parcours de soins qu'il faut respecter avec un certain nombre d'étapes diagnostiques, d'examens complémentaires pour pouvoir poser un diagnostic extrêmement précis et proposer aux patients la meilleure prise en charge. Et ce n'est pas un traitement one-shot, c'est un, puis deux, puis trois traitements qui vont venir de manière complémentaire et qui, dans leur séquence, en fonction de la séquence avec laquelle ils vont être administrés, vont avoir une importance en termes de pronostic de curabilité. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut vraiment pouvoir bénéficier du meilleur parcours de soins. Et d'ailleurs, un des leitmotifs aujourd'hui du gouvernement français, c'est de s'assurer justement, quand il délivre des nouvelles autorisations, puisque les soins sont soumis à autorisation en France, eh bien que les gens ont bien formalisé leur parcours de soins pour garantir la meilleure qualité, la meilleure sécurité dans la prise en charge. Et c'est vrai que cette problématique, nous, on l'a développée parce que à l'exercice, voir ces gens qui sont démunis, qui arrivent, qui ont une maladie qui est quand même qui met en jeu leur vie, leur pronostic vital, qui en plus sont pas du tout au fait de combien ça va leur coûter, se retrouver perdus. Et donc, on s'est dit, nous, on est médecins, on a à cœur de prendre en charge les gens de manière top, conformément aux données actuelles de la science, mais on a aussi des valeurs, ça a un sens de pouvoir proposer aux patients, aux gens qui sont candidats à l'offre, un service qui soit clé en main et qui soit complètement transparent sur justement le coût des soins à délivrer aux patients. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, moi j'ai fait 25 ans d'expérience dans le commerce international, plutôt sur du produit. Et puis j'ai rencontré Nicolas dans un réseau d'entrepreneurs, il m'a évoqué le sujet et donc on y a travaillé pendant 1 an ensemble, comme ça, voir ce qu'on pouvait faire en continuant nos activités. Et effectivement, au bout d'1 an, on s'est dit, moi je me suis dit, c'est bien que j'aille dans une direction qui me correspond, qui est plus des valeurs humaines. Et donc peut-être que je suis prête aujourd'hui à créer une société avec des professionnels de santé qui connaissent la chose, parce que c'est indispensable d'avoir des professionnels de santé dans l'entreprise. Et donc, on a décidé de monter cette entreprise avec des collaborateurs qui ont des valeurs humaines aussi, qui sont soit concernés de près par le cancer parce qu'ils l'ont vécu, ou de loin parce qu'ils ont des proches qui ont été atteints par le cancer. Et donc, on a une approche qui est humaine dans le sens où on sait ce que c'est, où on comprend ce que vit un patient qui subit un cancer. Et vous savez, moi aujourd'hui, ma plus grosse difficulté en cette situation de Covid, c'est qu'on travaille avec des pays où les frontières sont fermées, où des gens voudraient venir se faire soigner chez nous, ils ne le peuvent pas, alors qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de se faire soigner chez eux. Ils ont peut-être des délais d'attente très longs, qui ont la volonté de venir chez nous, mais la situation sanitaire aujourd'hui fait qu'ils ne peuvent pas venir.
Et ça, aujourd'hui, c'est une des plus grandes frustrations que l'on rencontre, c'est qu'on ne sait pas faire face à la demande parce qu'on est impuissant. Donc, vraiment, c'est très important de pouvoir accompagner le patient dans sa globalité, de pouvoir être à l'écoute de sa culture, de ses attentes biopsychosociales. Certes, on est malade, on a besoin d'un traitement compétent, mais les cliniques, elles sont là pour ça. Mais autour, il faut qu'il y ait un accompagnement quotidien du patient. Non, non, c'est sûr. Et puis, en plus, si effectivement on peut aider des compatriotes qui sont en difficulté, c'est encore plus valorisant. Enfin, je veux dire, tous les individus se valent, mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir donner une passerelle, un tremplin à nos compatriotes qui vivent à l'étranger, quoi. Voilà, donc pour faire un petit peu un point sur pourquoi avoir créé My Medical Suitcase et qu'est-ce qui nous motive le matin à nous lever, voilà un petit peu le résumé des choses. Donc globalement, pour faire le point sur notre offre, qu'est-ce qu'aujourd'hui on offre comme service? On a globalement deux grands volets. Le premier volet, qui à mon sens, mais c'est peut-être une vue de l'esprit, concerne moins vos préoccupations, c'est la possibilité de faire valider le parcours de soins d'un patient. C'est-à-dire que le patient, il a un diagnostic qui est posé. On lui a dit, voilà, vous allez devoir subir tel et tel traitement. Et le patient, en fait, il est demandeur d'avoir un second avis, d'avoir une expertise pour valider que son parcours de soins, il est conforme aux données actuelles de la science. Donc ça, c'est vrai que c'est un service qu'on rend surtout pour les patients qui sont dans des pays en voie de développement, qui n'ont pas forcément confiance auprès du réseau de professionnels qui les a pris en charge jusqu'à présent. Je pense qu'aux États-Unis, ce n'est pas trop le sujet. À chaque fois que moi, j'ai échangé avec des gens qui vivent aux États-Unis et qui avaient eu une proposition de prise en charge, en général, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est conforme aux données actuelles de la science. Ce sont les mêmes standards occidentaux. Donc, c'est un service, à mon avis, qui est moins utile. Mais on a cette possibilité d'offrir ce service de deuxième avis. Peut-être pour ajouter quelque chose là-dessus, parfois, quand on reçoit un diagnostic, il est difficile à accepter. Et pour pouvoir l'accepter, on a peut-être besoin d'avoir un avis complémentaire. Et donc, ça permet aussi de se dire, même si je ne veux pas aller me faire soigner en France, même si je sais qu'a priori, ce qu'on me dit aux États-Unis, c'est bon, pourquoi je ne demanderais pas un deuxième avis juste pour valider qu'effectivement, je suis dans la bonne direction et que psychologiquement, je me sens rassurée qu'on me dise effectivement 2 fois la même chose. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Isabelle. Et d'ailleurs, il est assez fréquent que des patients qu'on voit en consultation d'annonce, donc vous savez qu'après le diagnostic, il y a la consultation d'annonce, donc c'est le moment où vous allez voir votre oncologue, qu'il soit chirurgien, radiothérapeute, chimiothérapeute ou palliatiste. Vous allez voir, il y a la consultation d'annonce, là on vous explique votre diagnostic, votre situation thérapeutique et les grands principes de la prise en charge. Et il arrive que des patients disent, attendez docteur, moi je veux prendre un deuxième avis, et je leur dis, mais attendez, bien entendu, et souvent même, il m'arrive de leur prendre un rendez-vous avec des confrères afin qu'ils puissent se voir confirmer leur diagnostic. Et puis parfois, on a des situations aussi qui sont très complexes où il pourrait y avoir plusieurs possibilités thérapeutiques à proposer aux patients parce que les données actuelles de la science ne sont pas formelles sur telle ou telle stratégie. Et moi, je dis souvent, alors les patients parfois ont un peu peur de demander un deuxième avis. Je leur dis, vous savez, si vous voyez un médecin qui n'est pas d'accord pour que vous preniez un deuxième avis, il faut changer de médecin. C'est qu'il y a un problème. Parce que, en général, quand on est très au clair par rapport à ce qu'on propose aux patients, on n'a pas du tout de problème à ce que le patient puisse bénéficier d'une deuxième expertise. Donc ça, c'est la première offre. Et puis, la deuxième offre, c'est d'accompagner les patients qui ont cette fois-ci une problématique de traitement. Donc, ils savent exactement quel traitement qu'ils doivent avoir, mais ils ont des difficultés à pouvoir se faire soigner, soit pour des raisons de délai, soit pour des raisons de disponibilité d'équipement. Il n'y a pas d'accès aux soins. Alors, ces deux éléments-là, en fait, à mon avis, sont pas tellement prépondérants aux États-Unis, je ne pense pas. Soit pour des problématiques de coût, parce que ils se rendent compte que en fait ils ont eu un devis et puis le coût des soins est prohibitif, ou à l'inverse ils sont incapables de pouvoir évaluer combien le traitement va leur coûter.
Donc là, en fait, nous, ça, c'est vraiment notre métier, hein, My Medical Suitcase. On a fédéré un très grand nombre de partenaires d'oncologues, hein, on peut le dire, en 70, hein, 70 oncologues répartis sur l'ensemble du territoire. Alors, on les a fédérés, bien entendu, pour leur qualité humaine, pour la qualité et la sécurité des soins qui sont proposés dans leur centre, mais aussi pour les valeurs, hein, on revient toujours aux valeurs. Alors, ça peut paraître de la littérature, mais c'est quand même important. On est médecin, on soigne des gens qui ont un cancer, qui ont des problématiques qui sont vitales. Donc, pour nous, c'est vraiment très important d'avoir cette charte commune de valeurs. Et puis, le fait d'avoir ce réseau aussi de partenaires de soins, ça permet d'être très réactif. C'est-à-dire que si un patient veut être pris en charge, alors il choisit l'endroit où il veut se faire prendre en charge, mais parfois le centre n'est pas immédiatement disponible. À ce moment-là, on a la possibilité de lui proposer d'être pris en charge dans un autre centre, ou à l'inverse, si le patient en fait a la préoccupation de pouvoir se faire soigner à proximité de sa famille ou de ses racines, eh bien, on a en fait donc le réseau avec du personnel qui est compétent, des professionnels de soins qui sont compétents, et ça répond à la problématique de oui, mais je ne sais pas où j'irai me faire soigner. En fait, là, on vous met en relation justement avec des experts du traitement du cancer et donc des gens qu'on considère au top en termes de prise en charge sur le plan biopsychosocial. Alors, pour ce faire, donc on a mis en place un certain nombre de stratégies et de forces pour pouvoir garantir justement ces prestations. Donc, globalement, aujourd'hui, notre préoccupation principale, c'est de garantir aux patients un parcours de soins qui soit optimal, qui soit optimisé. Et pour garantir ce parcours de soins optimisé, on a 5 forces. Le premier, on l'a déjà évoqué, on a un partenariat immédiat avec des centres de cancérologie qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de l'Hexagone. Ces centres sont accrédités, on va en reparler. Donc, ils sont certifiés par la Haute Autorité de Santé et par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. Ils partagent les mêmes valeurs. Donc ça, c'est la première force. Deuxième force, le coût des soins est maîtrisé puisque quel que soit l'endroit sur le territoire où le patient se fait prendre en charge, eh bien, le prix du soin, en ce qui concerne la radiothérapie, parce que la chimiothérapie, on en discutera avec Isabelle tout à l'heure, c'est un petit peu plus compliqué, mais en ce qui concerne la radiothérapie, le coût des soins, il est forfaitisé et donc il est homogène sur l'ensemble du territoire. Et c'est la raison pour laquelle on ne retrouvera pas certaines villes sur notre carte parce que dans certaines villes, il y a des gens qui sont des médecins, des centres qui ne sont pas disposés à ce que justement le tarif des soins soit forfaitisé, soit maîtrisé. Ils n'étaient pas d'accord en fait pour que les soins soient proposés à des tarifs qui nous semblent cohérents. Et lorsqu'ils font des tarifs qui sont trop élevés, ils ne font pas partie en fait donc de la fédération My Medical Suitcase. La troisième force, on l'a évoqué, c'est encore une fois que pour pouvoir être membre de My Medical Suitcase, il faut avoir des accréditations, il faut être certifié lorsqu'on est un établissement de santé par la Haute Autorité de Santé. Donc, la certification, elle s'effectue tous les 4 ans, 6 ans en fait quand on est certifié A sans réserve, sans recommandation. C'est quand même un gage ultime de qualité de prise en charge. Et puis, bien entendu, les centres sont régulièrement inspectés par l'autorité de sûreté nucléaire qui, en France, est la plus haute autorité en matière de contrôle de toutes les activités nucléaires ou de radiation ionisante. La quatrième force, c'est qu'on a développé un outil qu'on trouve très ergonomique. Alors forcément, on l'a développé, mais les gens qui l'utilisent ne s'en plaignent pas, qui en fait est une plateforme digitale qui est sécurisée. Alors pourquoi elle est sécurisée? Parce qu'elle est hébergée chez un hébergeur de données de santé qui est hébergé en France. Donc ça, c'est quand même important parce que nous, on a confiance dans tout ce qui se passe en fait en termes de protection des données sur le territoire national. Et cette plateforme, en fait, elle va vous permettre de télécharger vos données de santé, à la fois tous les comptes rendus, mais également toutes vos imageries notamment sous format DICOM. Donc le format DICOM, ça ne vous parle peut-être pas, mais pour nous, les médecins, c'est très important parce que c'est l'imagerie native. Et cette imagerie native, elle va nous permettre d'analyser la tumeur, d'analyser la cible qu'on doit irradier, par exemple, ou qu'on doit opérer, avec une extrême précision, comme si le patient était en face de nous et qu'on lisait ça sur notre console de PACS, donc dans notre hôpital, en fait. Donc ça, c'est très important.
Cette plateforme, elle est sécurisée également parce qu'elle répond à un certain nombre de cahiers des charges qui nous sont imposés par notre hébergeur de données de santé qui est agréé. En termes de connexion, il y a un système d'identifiant, de mot de passe, avec également un système de confirmation de connexion par des codes SMS. Ensuite, le patient va très simplement rentrer ses différentes données administratives. Il va télécharger ses données de santé. Et puis, ces données de santé, elles vont être très rapidement anonymisées. Elles vont être au besoin traduites. Alors, depuis les États-Unis, l'Angleterre, ce n'est pas très compliqué parce que la très grande majorité des médecins qui sont partenaires parlent couramment l'anglais, mais vous imaginez bien qu'on ne parle pas tous russe. Et donc, quand les patients se connectent depuis la Russie, c'est traduit. Et puis, au besoin, on fait appel également en fait, à de la traduction complémentaire parce qu'on a tout un réseau de traducteurs et d'interprètes. Et le dossier est soumis aux experts qui sont partenaires du soin. Et ces experts, sous 72 heures, vont pouvoir formaliser une proposition thérapeutique. Alors, s'ils n'ont pas les éléments nécessaires et suffisants pour faire une proposition de qualité, ils peuvent être amenés à demander des examens complémentaires. S'ils ont l'ensemble des données, ils vont pouvoir faire une proposition de traitement et le patient va recevoir sous 72 heures les propositions des différents centres de traitement où il pourrait être pris en charge. Et là, il va choisir le centre qui le prend en charge. Il va avoir une idée tout de suite très claire du coût des traitements. Si il est demandeur de pouvoir être accompagné sur sa logistique de voyage, il aura également en fait un coût sur cette logistique de voyage. Et c'est d'ailleurs ça en général qui fait changer le coût global du traitement, puisque comme je vous l'ai dit, en termes de radiothérapie, les traitements sont forfaités, mais il est évident que si vous allez vous faire prendre en charge, je dis n'importe quoi, à Marseille ou à Nice l'été, c'est plus cher que si vous allez vous faire prendre en charge à Valenciennes, parce qu'il y a plus de demandes en fait touristiques. Donc, sous 72 heures, le patient a une réponse et il va choisir son centre de traitement. Et en choisissant son centre de traitement et s'acquitter en fait du prix de son traitement, le patient va avoir ses données de santé qui vont être désanonymisées, eu égard au professionnel qui va le prendre en charge. Et tous les autres professionnels qui n'ont pas été retenus, le dossier disparaît de leur panel, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème en termes de déontologie médicale, puisque c'est le patient qui choisit l'endroit où il se fait soigner, et il n'y a aucun problème en termes de secret médical, puisque à partir du moment où le patient a choisi un professionnel de santé, il y a une levée du secret médical, et donc on désanonymise le dossier. Et puis, on va plus loin. Dans cette situation-là, le patient va recevoir un certain nombre de documents qui vont lui expliquer, qui vont commencer à lui expliquer sa pathologie, qui vont lui expliquer ce que c'est que le traitement par radiothérapie, les éventuels effets indésirables du traitement, précoce, tardif, qui vont pouvoir commencer à préparer sa venue et les différentes questions qui se posent. Et ensuite, on le mettra en relation, avant sa venue sur le territoire français, avec le praticien au sein d'une visioconférence pour pouvoir échanger sur les différentes problématiques, les différentes questions. Alors, toujours dans ce quatrième point qui est une force, c'est que votre dossier médical, il vous appartient, bien entendu, il est en ligne, il est hébergé, sécurisé. Personne d'autre que vous et que le médecin que vous allez à qui vous allez confier en fait votre santé ne pourra consulter ces données. Et vous pouvez les consulter en permanence, n'importe où dans le monde, puisque même si vous prenez un avion, vous vous déplacez, vous vous connectez, c'est un accès Internet qui est sécurisé et vous avez accès à vos données de santé. Et de la même façon, les examens ou les traitements qui vont être effectués en France vont pouvoir être intégrés dans la plateforme, puis traduits, par exemple du français à l'anglais, et seront consultables par votre médecin référent aux États-Unis, qui assurera la poursuite de votre prise en charge, votre suivi ou votre médecin traitant. Donc tout ça, en fait, est extrêmement simple, extrêmement ergonomique. Et pareil, de la même façon, les éventuelles imageries qu'on aurait pu vous faire en fait en France vont pouvoir être implémentées. Tout ce qui va vous être fait en matière d'oncologie, de chirurgie, de radiothérapie, votre compte-rendu de 20 traitements, votre synthèse thérapeutique vont être implémentés et vous aurez accès à vos données de santé et vous pourrez même donner un accès, si vous le souhaitez, à votre praticien aux États-Unis qui pourra en fait donc voir tout ça. Donc finalement, vous êtes rentré chez vous, vous avez fait votre traitement, vous êtes rentré chez vous en fait un peu comme de rien et puis vos données de santé vous ont accompagné. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle My Medical Suitcase. Voilà, puisque le but c'est vraiment d'avoir votre valise médicale avec vous. Et une fois rentré à domicile, il y a aussi une téléconsultation post-traitement de façon à faire un point avec votre référent médical, 1 mois, 5 semaines, enfin tout dépend la thérapie et ce que décide l'oncologue avec lequel vous êtes en charge.
vous refaites une téléconsultation post-traitement une fois rentré à domicile pour vérifier que tout se passe bien. Premièrement, et deuxièmement, pour gérer aussi l'après-cancer. Voilà. Donc, pour aller un peu plus loin, donc là, on a parlé de la partie médicale, de ce que faisait la plateforme sur la partie médicale et de l'accompagnement. On peut aussi accompagner, si le patient souhaite, sur le point de vue de son accompagnement local. Il nous apparaît extrêmement important de ne pas laisser un patient qui arrive en France libre dans la nature, sans pouvoir aller l'accueillir à l'aéroport. S'il fait de la radiothérapie, lui trouver un lieu de logement, lui trouver son taxi qui va l'amener tous les jours à son traitement de radiothérapie ou tous les 2 jours, suivant le traitement de radiothérapie, l'accompagner dans ses volontés de pouvoir faire une visite, de pouvoir organiser de la conciergerie. Donc, on a aussi ce service qui est proposé quand vous entrez sur la plateforme, qui peut être pris ou ne pas être pris. Dans tous les cas, on ira vous accueillir à l'aéroport. On s'assurera que tout se passe bien pour vous pendant que vous êtes en France, de façon à ce qu'il y ait toujours un référent qui vous soit attribué lors de votre traitement chez nous. Voilà. Tout doit pouvoir paraître simple et il est important que le patient soit en France serein par rapport à sa maladie et qu'il ne se concentre que sur ses priorités. Tout le reste, nous, on s'en occupe. Ce n'est pas le problème du patient, il doit rester serein. Très important. Voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de la question. Donc, on vous proposait un petit résumé. Donc là, vous voyez un peu les photos d'une partie de nos médecins référents sur tout le territoire. Donc, ce que l'on propose, c'est effectivement une garantie d'un coût maîtrisé des soins préalablement à la venue en France, une expertise médicale reconnue avec une concertation multidisciplinaire, un accompagnement psychologique, un réseau d'experts qui est mis à disposition qui permet d'être au plus près de là où on souhaite être, qui permet d'avoir une offre de soins qui est rapide. Quand on nous soumet un dossier, et si un centre ne peut pas prendre, l'autre centre pourra prendre avec le même traitement. Une qualité des soins qui est garantie par les accréditations que l'on ne peut pas nier, et ce moyen de support qui n'est pas négligeable, qui est notre plateforme qui permet d'avoir un dossier médical 24 heures sur 24, avec un objectif de transparence et de confiance totale pour chaque étape du parcours de soins du patient. Donc là, on avait, je pense, une question à reposer en sondage, Julie. Exactement. Merci, merci à tous les deux. Alors, on va vous poser une question tout de suite. Je ne sais pas si tout était clair déjà, Julie. Bah, c'était parfait. On a eu déjà quelques questions, hein, donc j'ai quelques questions qui ont été posées par les auditeurs et spectateurs. Donc, ah, et on a déjà pas mal de votants qui répondent à la question: l'offre de My Medical Suitcase vous paraît-elle pertinente? Oui ou non? À vous de jouer. Vous avez encore 10 secondes pour y répondre. Et je vais clôturer les votes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore voté, c'est tout de suite. Et je partage les résultats. Ah bah c'est... Ils sont plutôt satisfaisants. Les Donc, personnes qui ont répondu non, n'hésite pas à nous dire Bien pourquoi et à sûr. nous poser des questions dans les questions et réponses. Parce qu'on n'a probablement pas identifié toutes les préoccupations et toutes les problématiques que les gens peuvent rencontrer. Voilà, donc bien sûr, on est très intéressé aussi de savoir pourquoi pour les personnes qui ont répondu non, en fait. On a une autre... On peut répondre à vos... Oui. Peut-être on peut répondre aux questions Oui, qui ont été ouais. posées, Julie? Voilà, alors on a plusieurs questions. Donc, on va commencer par les premières questions qui ont été posées. Rosamunda a posé la question suivante: le Medical Suitcase, est-ce juste pour traiter le cancer ou toute maladie? Alors, aujourd'hui, on est spécialisé dans la prise en charge du cancer. D'accord. Nous, notre leitmotiv, notre raison d'être, c'est de pouvoir proposer aux patients une expertise. Et donc, on ne veut pas en fait on veut pas faire n'importe quoi. On a vraiment à cœur de proposer les meilleurs soins aux patients. Donc, on est très spécialisé dans le cancer.
Après, il est évident que si des ressortissants, notamment des ressortissants français, nous contactent parce qu'ils ont des soucis dans d'autres disciplines, on peut travailler, réfléchir avec eux et voir si on a des solutions à leur apporter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt spécialisé dans le cancer. Alors, on travaille aussi en parallèle, alors c'est un petit peu en off parce qu'on est seulement en train d'y travailler en ce moment, mais on est en train de travailler sur une offre de diagnostic, c'est-à-dire de la radiologie qui serait plus disponible. On travaille sur une offre d'orthopédie aussi et de chirurgie cardiaque un peu plus poussée. Donc, on est en train d'explorer ce volet en ce moment. Donc, s'il y avait des questions sur ces volets, il ne faut pas hésiter à nous les poser. Mais si vous allez sur notre site internet, vous ne le verrez pas pour l'instant parce qu'on est en train de travailler le sujet. Merci pour ce teasing, Isabelle. On aura sûrement l'occasion d'en reparler avec d'autres webinaires, si je puis me permettre d'aparté. Donc, on va enchaîner avec les questions. Alors, pour information, il nous reste 10 minutes, donc on va répondre au maximum aux questions qui ont été posées. Alors, Tanguy demande s'il y a une adresse mail pour vous contacter. Alors, j'y viens. Alors, je ne sais pas si je... Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais expliquer un petit peu. On serait très heureux de pouvoir échanger justement en direct parce que là, c'est un petit peu frustrant d'être un peu en monologue, même si on sait répondre par questions interposées, c'est quand même mieux de se voir ou de s'entendre au téléphone. Donc, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez cliquer ou vous pouvez cliquer quand vous recevrez la présentation. Il y a un lien hypertexte qui est mis dessus. Il y a un calendrier de rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. On va discuter avec vous des différentes problématiques que vous voulez aborder. Sinon, vous avez tous nos contacts. Vous pouvez contacter Céline, vous pouvez me contacter. Vous avez notre site internet, nos réseaux sociaux. Et si vous voulez consulter le témoignage justement d'une expatriée qui est venue récemment au mois d'août se faire soigner chez nous, vous pourrez vous consulter ce témoignage. Christine a commenté lors de votre présentation avec la phrase suivante: très bonne idée, merci pour la création de ce projet. Merci Christine. Merci beaucoup. Elle pose également une question. Elle demande: est-ce que l'immunothérapie est aussi bien utilisée en France qu'aux USA? Y a-t-il de bons résultats en France? Alors, l'immunothérapie, est-ce qu'elle est autant utilisée qu'aux USA? Je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que l'immunothérapie est utilisée aussi souvent qu'elle doit l'être. Comme je vous le disais, en France, les standards options recommandations qui sont établis pour chacune des pathologies, donc il y en a une, en fait, il y a un thésaurus de cancérologie mammaire, un thésaurus de cancérologie digestif, un thésaurus de cancérologie pour les tumeurs urologiques, pour les tumeurs pneumologiques, etc., etc., fait qu'il y a un guide des bonnes pratiques. Alors, cette immunothérapie, elle est bien cadrée en fait dans ses indications par ce thésaurus. Et puis après, elle est utilisée également dans le cadre d'essais thérapeutiques lorsque l'on n'a pas la réponse à la question. En fait, en cancérologie, quand on ne sait pas si un traitement est meilleur qu'un autre, eh bien, on fait un essai thérapeutique pour lequel le patient est complètement informé et on compare le produit standard actuellement utilisé avec le produit que l'on voudrait voir peut-être donner de meilleures performances. D'accord? Et on inclut des patients et on compare en fait donc les deux bras en termes de résultats. Mais bien entendu, dans toutes les indications qui sont validées conformément aux données actuelles de la science, qui sont à mon sens les mêmes aux États-Unis qu'en France, oui, bien sûr, l'immunothérapie est très utilisée. Alors, les résultats de l'immunothérapie, l'immunothérapie, ça dépend quand même pas mal du type de tumeur. Hein. Comme je vous le disais, hein, le cancer du sein, ce n'est pas un glioblastome, ce n'est pas une tumeur cérébrale, ce n'est pas un cancer des voies aérodictives supérieures, ce n'est pas un cancer du poumon. Tous les cancers, en fait, n'ont pas la même propension à répondre. Mais par exemple, on sait qu'aujourd'hui, l'immunothérapie en termes de cancer pulmonaire a complètement changé le pronostic. Moi, je me souviens quand j'étais chef de clinique et je faisais cours à la faculté aux étudiants en médecine il y a une quinzaine d'années, je commençais mon cours sur le cancer du poumon métastatique en disant, voilà, il y a tant de survie à 5 ans et il n'y a pas d'évolution depuis les 20 dernières années. Aujourd'hui, tout ça a complètement changé. On a des patients qui ont leur espérance de vie et leur qualité de vie qui a été considérablement modifiée, améliorée par l'immunothérapie. Et puis, on ne sait pas bien pourquoi. Il y a une partie des patients qui ne répondent pas à l'immunothérapie. Aujourd'hui, on a identifié certains facteurs prédictifs de la réponse, et notamment ce qu'on appelle le statut PDL1, qui est un marqueur immunohistochimique sur la tumeur. Mais il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait.
Mais c'est vrai que l'immunothérapie est de plus en plus utilisée, se démocratise dans beaucoup de tumeurs. Ben, merci Nicolas. Est-ce que les experts médicaux se trouvent dans le monde entier, aux USA ou en France? Alors, tous nos experts médicaux partenaires actuellement se trouvent en France. Alors, autre question, quel est le coût, quel est votre positionnement en termes de tarifs? Alors, Rosamonda, je me permets de commencer la réponse. Je pense que le mieux, c'est de contacter Isabelle qui vous répondra et qui pourra, en fonction de votre situation, vous faire un accompagnement et une proposition personnalisée, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, je peux vous donner une idée de coût de radiothérapie, mais effectivement, chaque cas est unique et en fonction du cas, le traitement qui va être donné ne sera pas le même. Donc, il est important les coûts que je vais vous donner, de ne pas les prendre à la lettre parce qu'il sera important pour nous de voir votre dossier médical, de le faire analyser, de voir quelle est la thérapie qui est adaptée à votre pathologie et de ne pas se dire si je vais en France, je vais payer ça parce qu'on m'a dit que j'ai payé ça lors du webinaire. Non, c'est fou. En fait, pour venir se faire soigner en radiothérapie, sachant qu'on peut avoir en radiothérapie entre 5 et 40 séances, Oui. ou 3 et 40 séances. Dans les extrêmes. Hein. Voilà, dans les extrêmes, on sera d'un budget entre 10 000 et 20 000 euros. Alors, bien sûr, ça dépend de si vous avez 3 séances, si vous en avez 20, si vous en avez 40, s'il y a une chimiothérapie concomitante, quelle est la technique de traitement quelle est la utilisée? technique de traitement qui va être utilisée. Donc, mais pour avoir un ordre d'idée, on peut dire que pour un traitement de radiothérapie qui serait compris entre 3 et 40 séances, on va être entre 10 000 et 20 000 euros. C'est ça, c'est à peu près ça. Alors Candice, merci, elle précise, très belle initiative, cela répond à une vraie demande, je pense. Donc Candice, n'hésitez pas à contacter Isabelle, vous avez l'adresse mail et le WhatsApp. Pareil pour Rosamunda qui pose pas mal de questions, Christine aussi, n'hésitez pas à contacter nos intervenants qui Vous se pouvez feront prendre plaisir de rendez-vous. répondre à toutes vos interrogations. Prenez rendez-vous sur le calendrier. Très honnêtement, on sera très heureux de pouvoir échanger avec vous, soit au téléphone, soit je vous donne un lien de vidéoconférence et puis on échange de visu avec plaisir. Je voyais une question aussi qui concernait la sécurité sociale et je voulais revenir un petit peu sur ce sujet parce que je crois qu'il y avait eu des questions préalablement au webinaire. Il est évident que cette offre n'est pas faite pour des gens qui sont assujettis à la sécurité sociale puisqu'on sort du système français. Et un expatrié, de toute façon, n'est plus dans le système de sécurité sociale français. Pour être au système de sécurité sociale français, il faut cotiser, il faut vivre en France un certain nombre de mois. Enfin, il y a un certain nombre de paramètres pour être… Donc, on est bien conscient qu'on ne parle pas de patients français, mais de patients qui ont un besoin de soins qui ne dépendent pas du système de sécurité sociale. En fait, c'est justement pour les patients qui sont en dehors du système de sécurité sociale français qu'on développe et qu'on propose cette offre pour justement qu'il y ait un cadre et que ce soit pas qu'on évite un petit peu les abus qu'on a pu connaître pour justement les patients qui sont plus éligibles à cette sécurité sociale. Je ne sais pas si on a répondu clairement à la question. Si, clairement, puisqu'en plus la question avait été de nouveau posée là pendant le webinaire justement. Donc vous avez bien répondu à la question. Rosamanda répond également, elle dit oui, bien répondu à la question. On a une question, Christophe. Plusieurs systèmes d'assurance sociale. Vous avez par exemple Agora Expat qui peut vous assurer, vous avez la CFE. Enfin, il y a différents systèmes de couverture sociale qui sont proposés aux expatriés. Et là, je vous invite à vous rapprocher des spécialistes de cette question que nous ne sommes pas, ni Nicolas, ni moi en fait. Nous avons d'ailleurs des spécialistes qui sont référencés sur French Morning, donc n'hésitez pas à les contacter. Voilà, et puis comparer en fonction des réponses qu'ils vous attribuent. On a encore une autre question, Christophe, qui demande est-ce que votre réseau d'oncologiste travaille parallèlement avec des spécialistes de médecine douce, exemple naturopathe? Oui, ça peut arriver. Hein.
Effectivement, dans les centres, par exemple dans le centre de cancérologie où je travaille, on a en fait un certain nombre de professionnels qui travaillent en fait donc sur ce genre de sujet d'accompagnement à la demande. On travaille aussi avec, on a aussi une esthéticienne, on a une psychologue, on a une diététicienne. Mais oui, bien sûr, alors ça dépend un petit peu des centres. Je ne suis pas sûr en fait que tous les centres aient un accès des naturopathes. Mais de toute façon, c'est très facile d'identifier en fait ces profils-là dans nos villes, à proximité en fait des centres de traitement. Alors, on va devoir clôturer ce webinaire. Il me semble qu'on a une dernière question à notre sondage, si je ne me trompe pas. Oui, tout Oui, à fait, oui, oui. oui, Oui, oui. Pour toutes les personnes à qui on n'aurait pas pu répondre aux questions, sincèrement, contactez-nous, on vous répondra. Ce sera volontiers qu'on sera dans l'échange avec vous. Ouais, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Alors, donc, nous, la question un peu de conclusion, parce qu'en fait, on avait posé la même question au départ, mais je ne sais pas, il y a eu un petit souci, ça n'avait pas bien marché. Donc, on avait posé la question au départ. Si vous aviez un cancer, viendriez-vous vous faire soigner en France? Et on souhaitait reposer la même question à l'issue de notre présentation. Et maintenant, si vous aviez un cancer, est-ce que vous pourriez imaginer de venir vous faire soigner en France? Voilà, c'est un petit peu un process qu'on utilise notamment dans les congrès médicaux quand on fait passer des highlights. Et donc voilà, on vous laisse voter. il vous reste 10 secondes pour voter. Donc, il s'agit de la dernière question de ce webinaire. Et nous allons regarder les résultats tout de suite. Voilà. D'accord. Nous avons une majorité de oui. Bon, et bien, pour les personnes qui ont répondu non, pareil, hein, n'hésitez pas à nous contacter et nous expliquer un peu le pourquoi du comment, et parce que ça nous intéresse, en fait, ça nous intéresse, voir si c'est des obstacles qui sont levables ou pas levables, qu'on n'a pas identifiés peut-être. Et donc, de toute façon, nous, ça nous intéresse. Voilà, ça nous intéresse de vous aider, de vous accompagner. Et puis, voilà, donc De n'hésitez pas. grandir avec vous, en fait. Nous, on grandit quand justement on a des objections et si on répond, c'est très bien et on grandit tous ensemble, en fait. C'est ce qui est important dans le métier. Exactement. Et puis, comme Isabelle et Nicolas l'ont précisé, ils sont à votre disposition. Ils sont dans l'échange. Alors, surtout, n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche ou à les contacter par mail ou par téléphone. On a le WhatsApp d'Isabelle voilà, pour qu'ils répondent à vos questions un peu plus personnelles. Nous vous remercions d'avoir assisté en tout cas à ce webinaire. Je remercie également Isabelle et Nicolas pour cette présentation très intéressante et qui a ravi beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter. Et pour ceux qui n'ont pas visualisé entièrement ce webinaire, il sera disponible sur le site internet, sur les social media, dans la newsletter aussi de French Morning. Voilà, on va le diffuser, donc n'hésitez pas à aller le revisionner. Et bah écoutez, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Julie. Bonne Merci soirée à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée pour les États-Unis. Oui, bonne journée.